Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons détailler ce que sont les trois lois fondamentales de Newton pour la mécanique et comment est-ce qu'elles peuvent être mises en application. Ce qu'il convient de comprendre, c'est que ce que l'on appelle les lois de Newton, ça constitue en fait la base de toute la mécanique newtonienne. La mécanique newtonienne, c'est ce qui va nous permettre de décrire le comportement d'un objet lorsqu'il est en mouvement, tant qu'on n'a pas à prendre en compte les effets relativistes. Ils seront abordés dans une autre vidéo bien plus tard. Euh, Ça va constituer vraiment tout ce qui va permettre d'étudier le mouvement d'un objet en toutes circonstances. Ça demande, par contre, pour être fait proprement sur le plan mathématique, de avoir en tête un ensemble de grandeurs qui vont permettre de caractériser le mouvement de ce système, et donc on va commencer par définir ces différentes grandeurs. Avant de définir les grandeurs à proprement parler qui permettront de caractériser le mouvement d'un système mécanique, quelques définitions et rappels surtout s'imposent déjà, à savoir déjà ce que l'on appelle un système. Un système en mécanique, c'est l'ensemble des corps dont on étudie le mouvement. Alors, ça peut être, et ce sera dans la plupart des cas, un corps simple. Par exemple, une pièce de monnaie, on regarde bouger une pièce de monnaie, bon, on étudie le mouvement de l'ensemble des atomes qui composent cette pièce de monnaie. Par contre, dans l'absolu, ça devient déjà plus compliqué si par exemple on étudie un ballon de rugby, car il y a l'ensemble de la matière dont est composée la carcasse du ballon, l'extérieur, mais il y a aussi l'air qui se trouve à l'intérieur. Et si, imaginons, le ballon est percé, il y a donc de l'air qui va se sortir, étudier le mouvement d'un système comme celui-là, ça devient déjà beaucoup plus compliqué. Il faut donc être bien clair sur ce qu'on appelle le système étudié. Ce système étudié, il est bon de se rappeler que son mouvement dépend du référentiel dans lequel on l'observe. Et donc, toute étude mécanique demande de bien définir quel est le système d'étude et quel est le référentiel dans lequel on étudie le mouvement du système. Pour rappel, un référentiel, on le définit à l'aide d'un système d'axes, associé à un solide de référence qui est fixe dans le référentiel en question, et enfin on lui associe une horloge, ce qui sera très important quand on utilisera beaucoup plus tard, quand on s'en servira pour l'étude des objets relativistes. En mécanique newtonienne, on se place systématiquement dans ce que l'on appelle un référentiel galiléen. Un référentiel galiléen, par définition, est un référentiel où les lois de Newton qu'on va étudier dans cette vidéo sont appliquées et sont applicables. C'est la définition, on se placera donc systématiquement dans un référentiel galiléen pour les étudier. Il y a trois référentiels galiléens qu'on utilise très souvent. Le référentiel héliocentrique, quand on veut étudier le mouvement des planètes ou de n'importe quel objet dans le système solaire de manière générale. C'est le centre du Soleil qui sert de solide de référence. Le référentiel géocentrique, où c'est le centre de la Terre qui est le solide de référence. Lorsqu'on veut étudier des objets qui tournent autour de la Terre, logiquement. Et enfin le référentiel terrestre, où c'est le sol qui constitue le solide de référence, lorsqu'on veut étudier des objets, le mouvement d'objets à la surface de la Terre. Maintenant que ces points de base sont rappelés, prenons un exemple avant d'évoquer les différentes grandeurs qui caractérisent le mouvement d'un système. On va s'intéresser ici à un système qui sera la Formule 1 avec l'aileron rouge qui se trouve au milieu de la piste. Pour étudier son mouvement, on va l'étudier dans le référentiel terrestre. On définit donc, associé au sol, un système d'axes fixe. Ce système d'axes, deux axes pour définir le plan du sol, c'est plus pratique, un axe pour définir la verticale qui ne servira pas beaucoup pour le mouvement de la F1. Ce système d'axes, on lui associe bien sûr une origine, qui va donc servir de point de repère pour l'ensemble des coordonnées de tous les points du mouvement de la Formule 1. La Formule 1, on va lui associer ce qu'on appellera un point matériel qu'on observera se déplacer, qu'on va appeler ici le point M. Et bien, du moment qu'on a défini le référentiel et le point matériel qui correspond, qui représente le système qu'on va étudier, on a déjà en fait accès à une des trois grandeurs qui vont définir et décrire le mouvement de notre Formule 1, c'est sa position. Alors sa position, c'est le point M, mais on va la décrire la plupart du temps avec le vecteur position, à savoir le vecteur correspondant à OM entre l'origine du repère qu'on utilise et le point matériel. Sur la photo, je l'ai marqué OM de t. Pourquoi? Parce qu'en fonction du temps, ce vecteur, on est tous d'accord, va varier. Là, la Formule 1 va avancer et en conséquence, la position du point M va changer. Donc le vecteur OM de t, le vecteur OM sera bien une fonction du temps. Ensuite, il y a bien sûr la vitesse de la Formule 1.
la vitesse, qu'on va représenter aussi par son vecteur vitesse, dont on pourra calculer les coordonnées dans notre repère. Le vecteur vitesse est lui aussi une fonction du temps. Pourquoi? Parce que là, la Formule 1 est en train de freiner, et donc le vecteur vitesse va se modifier petit à petit, et devenir en l'occurrence de plus en plus petit. Et il y a enfin ce que l'on appelle l'accélération. Alors, la vitesse, il faut bien se rendre compte qu'elle représente les variations de position. Si la vitesse va en augmentant, c'est que la position va varier de manière de plus en plus rapide. Si la vitesse va en diminuant, la position varie de manière moins en moins rapide. L'accélération, c'est la même chose pour la vitesse, à savoir que plus l'accélération sera importante dans le même sens que la vitesse, et plus la vitesse va augmenter rapidement. Et à l'inverse, si l'accélération s'oppose à la vitesse va aller en diminuant. Dans notre exemple, comme la voiture freine, l'accélération est donc vers l'arrière. Ça représente la diminution de vitesse que va subir la voiture petit à petit. Ces trois grandeurs sont donc liées entre elles parce que l'accélération représente la variation de la vitesse qui elle-même représente la variation de la position. Ce sont donc au sens mathématique des dérivées par rapport à la grandeur qu'elles ont en commun, par rapport à la variable qu'elles ont en commun, pardon, c'est-à-dire le temps. Et bien, en physique, du coup, puisque on peut avoir des dérivées par rapport à plusieurs grandeurs différentes, on va les noter en utilisant ce qu'on appelle une différentielle. L'opérateur pour la différentielle se note comme ça, d sur dt, où on rajoute à côté du petit d en haut la grandeur dont on étudie la variation par rapport à la grandeur commune, à savoir ici le temps. Si l'on écrit ces relations proprement sur le plan mathématique, la vitesse, le vecteur vitesse, en fonction du temps, il représente donc les variations de la position en fonction du temps. C'est donc la dérivée du vecteur position par rapport au temps. La dérivée par rapport au temps s'écrit donc avec la différentielle d sur dt, et on indique que c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps en rajoutant le vecteur position au m de t, au-dessus du trait de fraction. Cette écriture-là en physique veut bien dire que le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. L'accélération, le vecteur accélération de la même manière, c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. Comme le vecteur vitesse est lui-même la dérivée par rapport au temps du vecteur position, eh ben, on peut réinjecter l'expression du haut dans l'expression du bas, ce qui nous donne le fait que le vecteur accélération, c'est ce qu'on appelle la dérivée seconde du vecteur position par rapport au temps. On dérive deux fois le vecteur position pour remonter à l'accélération. En le dérivant une première fois, on arrive à la vitesse. En le dérivant à nouveau, on arrive à l'accélération. Le fait d'avoir une dérivée seconde se note d2 sur dt2. Ces grandeurs décrivent le mouvement de l'objet, mais ne tiennent pas compte de ses particularités, à savoir de la masse qu'il transporte, ce qui peut influer sur l'inertie qu'il véhicule, etc. Dès lors, on définit, pour une des lois de Newton principalement, une grandeur de plus que l'on appellera la quantité de mouvement. La quantité de mouvement, on la note avec un p minuscule, c'est donc un vecteur quantité de mouvement, p fonction du temps lui aussi, il est directement proportionnel au vecteur vitesse. Directement proportionnel au vecteur vitesse, même sens, même direction. Mais il tient compte de la masse de l'objet. Et en fait, c'est donc bêtement la masse de l'objet qui peut varier en fonction du temps. J'avais pris tout à l'heure l'exemple du ballon de rugby qui pourrait fuir. Si le ballon de rugby fuit, il éjecte de la matière, sa masse va baisser tout doucement au fil du mouvement. Donc la masse de l'objet fois son vecteur vitesse. On peut donc maintenant rentrer dans le vif du sujet et s'intéresser aux trois lois de Newton qui vont nous servir de base pour toutes nos études en mécanique. La première loi de Newton, que vous avez vue en seconde sous le nom de principe d'inertie, se décrit comme suit. Dans un référentiel galiléen, bien sûr, si la somme des forces extérieures, donc de l'ensemble des forces qui viennent de l'extérieur du système, que subit un système, si cette somme de forces est nulle, dans ce cas, ce système ne peut connaître que deux mouvements dans le référentiel galiléen utilisé. Il peut être immobile, ou alors en mouvement rectiligne uniforme. C'est la seule possibilité de mouvement qu'il a, s'il n'est pas immobile, du moment que la somme des forces extérieures qui s'exercent sur lui est nulle. Ça peut par exemple être le cas d'un astéroïde dans le vide spatial. Il est tellement loin de tout corps attracteur que les forces qu'il subit sont comme nulles, et donc il avancera en ligne droite sans aucune variation de vitesse au cours du temps. La première loi de Newton est en fait un cas particulier de la deuxième loi de Newton qui est, elle, un cas général applicable en tout temps.
À savoir que dans un référentiel galiléen, la somme des forces extérieures, donc la somme de l'ensemble des vecteurs force subis par le système, eh ben, elle est toujours égale, si on est dans un référentiel galiléen, à la dérivée du vecteur quantité de mouvement du système par rapport au temps. Ça, c'est la formulation générale de la deuxième loi Newton. À retenir, elle peut être appliquée pour absolument n'importe quel système tant qu'on est en mécanique newtonienne dans un référentiel galiléen. Il en existe en revanche une forme simplifiée qui sera utilisée dans la plupart des situations, mais qui n'est pas le cas général. À savoir le cas où la masse du système est constante. C'est la condition pour avoir la forme simplifiée. Ce sera le cas dans la plupart des situations, mais ce n'est pas systématique. Si la masse est constante, on va pouvoir faire une petite démonstration mathématique rapide pour trouver la forme simplifiée. Déjà, on va commencer par remplacer l'expression du vecteur, enfin, le vecteur quantité de mouvement par son expression, à savoir donc la masse du système fois son vecteur vitesse. La somme des forces extérieures devient donc égale à la dérivée par rapport au temps du produit de la masse et du vecteur vitesse. Et alors là, rappel mathématique, quand on dérive un produit de deux fonctions, on obtient la dérivée de la première fonction fois la deuxième fonction laissée brute, et c'est une somme à laquelle on rajoute la première fonction fois la dérivée de la deuxième fonction par rapport au temps, et donc on obtient cette expression-là. Si la masse est constante, dans ce cas-là, la dérivée de la masse par rapport au temps est par définition nulle. Et donc le premier des deux termes de la somme disparaît. Et il reste que si la masse est constante, la somme des forces extérieures, c'est donc la masse qui n'est plus une fonction du temps, fois la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Et bien par définition, la dérivée de la vitesse par rapport au temps, c'est le vecteur accélération, et multiplié par une masse qui est donc constante. Et là, on obtient la forme simplifiée de la seconde loi de Newton, beaucoup plus simple à utiliser, mais valable uniquement dans le cas où la masse du système est constante. Enfin, on a gardé la plus gentille pour la fin, la troisième loi de Newton, aussi appelée loi des actions réciproques, nous dit que, dans un référentiel galiléen, si deux corps A et B sont en interaction, alors la force que le corps A exerce sur le corps B sera rigoureusement opposée à la force que le corps B exercera sur le corps A. Rigoureusement opposée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux vecteurs force auront exactement la même direction, la même droite d'action, mais que par contre ils seront de sens opposés. En revanche, leur norme, donc leur valeur, la valeur des forces derrière en Newton, sera rigoureusement identique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous allez voir en classe de nombreuses applications des lois de Newton, et on reprendra pour la prochaine fois sur l'exploitation mathématique de la seconde loi de Newton afin de trouver les équations mathématiques qui vont décrire le mouvement de l'objet. Merci de votre attention et à bientôt.